C'est moi et Brunilda qui avons été les responsables d'opération sur cette étude-là. Donc on a suivi les travaux depuis... Alors on a fait une étude préalable avant travaux. Donc on est arrivé dans ce château-là qui était extrêmement cloisonné, avec tous les... tel qu'il est maintenant, mais en piteux état, on va dire, qui était avec des étais un peu partout. Nous, on a fait une étude préalable, on a dégrossi les grands états du château, et après les travaux sont lancés. L'architecte a proposé des projets en fonction de ce qu'allait devenir le château, en fonction des vestiges archéologiques qu'il pouvait y avoir, et lui, il a fait un projet, et après, quand les travaux ont commencé, on a accompagné ces travaux depuis le début jusqu'à la fin. La construction de ce château est toujours pas dépendante, mais quelque part si, parce qu'il fait toujours face au château vieux. Il a même un décor, ce château, il a un décor, quand on sort sur cette partie-là, on regarde le château vieux qui est là-bas, qui est beaucoup plus développé de ce côté-là qu'à l'ouest plus qu'à l'est. Même si on a des belles croisées qui sont à l'est, elles sont beaucoup plus monumentales à l'ouest. On voit qu'on a toujours un regard entre les deux châteaux, le château vieux et le château neuf. Les deux se font face et sont indissociables dans l'évolution de ce château-là. Alors là, c'est pour montrer, parce que on arrive... là, c'est la partie historique, après, historique vraiment très très rapide. Après, on va passer à la partie archéo. Mais quand vous rentrez dans la galerie en bas, on va revenir dessus. Vous avez une des galeries, vous avez la devise des Monts-Laure qui est au plus haut. Donc celle-là, elle est connue. Pourtant, des inscriptions comme ça, il y en a 4. Et il n'y a que celle-là qui a été transcrite parce que c'est la plus facile à aborder. Les autres, elles n'ont pas encore été transcrites. Alors il faudrait retravailler dessus pour voir ce que ça pouvait, ce qui pouvait être inscrit dans cette galerie-là. Donc là, c'est les Monts-Laure, c'est eux qui ont bâti ce château. Après, à la suite de la famille des Monts-Laure, donc c'est les Maubec qui viennent dans la première moitié, on va dire 15e. Et là, l'escalier en vis, justement, c'est l'escalier des Maubec, qui eux vont commencer à aménager le château. On va voir l'aménager dans sa partie primitive, puis après à l'étendre dans la partie où on est actuellement. Donc là, on est dans une partie qui a été agrandie, justement, 15e, 16e. C'est toujours dur de poser des dates. Après, il y a la famille des Modènes. Alors là, vous avez son blason dans la porte, justement, dans l'escalier en vis, mais vous l'avez aussi dans la galerie, quand vous êtes dans la cour d'entrée. Vous avez aussi le blason sur l'arc qui est représenté des Modènes. Chaque famille qui vient ici marque son empreinte dans le château. Soit dans les constructions, parce qu'on évolue dans la façon de vivre dans les châteaux, mais aussi c'est une façon de marquer sa famille. Après, c'est la famille des Ornano, qui eux ont laissé une empreinte un peu moins grande pour ce qui est visible. Et la dernière empreinte qui reste, parce que c'est le grand escalier monumental, là il ne l'a pas marqué, c'est les Vauguet. Donc voilà, alors là c'était pour vous montrer les grandes familles qui étaient dans ce château-là, pour ceux éventuellement qui ne connaissaient pas. Donc là, le cadastre napoléonien d'Aubenas en 1834, et toujours ce même principe avec le château neuf, on va dire, et le château vieux, le château des Monts-Laure. Alors voilà la façade nord du château, sur une vieille gravure, parce que Melchior de Vauguet avait beaucoup travaillé aussi sur l'histoire du château, sur des chronologies. Et là, il y a des parties qui sont justes et des parties qui sont fausses. Par exemple, si on prend le cas de cette terrasse, elle était plus grande que celle qui est visible actuellement. Elle est plus grande, elle se développait, elle allait un peu plus loin qu'ici. Là, on va voir les Chauguettes qui ici, elle était un peu plus loin. Donc là, ça, la vente du château, voilà, château à vendre. Bon, maintenant, c'est fini. La façon qu'on procède pour travailler, on travaille nous toujours d'après des plans, d'après des relevés que nous réalisons. Ces relevés sont extrêmement précis, ce qui permet de faire des relations entre les intérieurs et les extérieurs, puisqu'on travaille aussi sur les circulations. Et donc la première chose sur laquelle on travaille, quand vous lisez un plan comme celui-là, on travaille sur les épaisseurs de murs. Et à partir de là, on commence à se voir dessiner le premier château. Alors là, pour le coup, je vais vous aider avec les couleurs. La première chose qu'on a fait quand on est arrivé, on s'est baladé dans le château un bon moment, parce qu'il fallait déjà se repérer dedans. Et après, on est parti de ce plan. Chaque couleur que vous voyez représente un état différent du château. Et quand je parle d'un état, d'un grand état. Après, dedans, on peut avoir plusieurs phases. Et ce qui ressort, c'est l'enceinte, la chemise primitive du château, le donjon. Ça, ce qui a été connu, c'était cette partie-là, et on mettait ces tours médiévales aussi. Première chose, on mettait ces tours médiévales parce qu'un texte disait qu'en 1432, on refaisait les toitures de ces tours. Alors ces tours, elles n'étaient pas encore construites. Elles ne sont pas médiévales, elles sont modernes. Et en plus, elles ne sont pas contemporaines l'une par rapport à l'autre. Il y en a une qui date des guerres de religion,
et il y en a une qui est 17e. Donc du coup, alors déjà, on est resté un long moment dessus, parce que les textes le marquent. On a un texte historique du XVe siècle, et là on se base sur des mots des natures, des moulures justement, la typologie des ouvertures. On travaille là-dessus. Après, il y avait le donjon. Bon, là, pas de problème. Et après, il y a cette partie, et là, on va revenir, toutes ces parties, on va revenir assez longuement dessus, la salle seigneuriale. Or là, il y avait une espèce de cave, et c'est dans cette cave on a commencé à voir qu'on avait un aménagement qui était, on a retrouvé des peintures, justement, qui sont du XIVe siècle. Et une fois qu'on évacue ces cloisons-là, on avait un bout de mur assez épais qui se prolonge. Et sur la dernière campagne de travaux qu'il y a eu à l'intérieur, cette eau-là, au début, c'est pour vous dire l'évolution qu'on a. Ce qu'on vous propose, c'est un état des lieux, c'est-à-dire que là, moi, je vous propose ça. Pour le moment, on en est là. Après, on s'est dit, là, on avait un retour qui était ici. Parce qu'on s'est dit, le retour vient là, parce qu'on avait un retour de mur. Et maintenant, on s'aperçoit qu'elle faisait tout simplement toute la longueur. Donc, c'est petit à petit, au fur et à mesure des travaux, le tout, c'est pas de se fermer dans une réflexion. Et ce qui est bien dans ces présentations, même quand on présente, au fur et à mesure qu'on discute, des fois, on montre quelque chose, on se dit « Ah, c'est pas forcément ça ». Ou une personne dans la salle va dire « Oui, mais est-ce que vous avez pensé à quelque chose ?» Donc, je vais vous montrer quels sont les vestiges qui nous font dire que c'est une chapelle castrale. Vous verrez que c'est une hypothèse. Voilà. Donc, voilà. Et après, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'à ce moment-là, cette partie-là, en fait, qu'on pensait médiévale, c'est l'agrandissement du XVIe. Mais par contre, l'enceinte médiévale continuait peut-être ici. Parce que si on a la chapelle, on a comme une cour haute, on avait peut-être un mur qui venait fermer justement le château avec la chapelle castrale à l'intérieur. Ça, c'est impossible à le démontrer, il faudrait peut-être faire des fouilles. On est sur le rocher, donc au cas où, s'il reste quelque chose, s'il y avait quelque chose, ça a complètement disparu. Mais voilà, on a des éléments, on peut se poser la question en tout cas. Donc moi, on va essayer de faire le parcours ensemble. Donc on travaille sur relevé. Donc c'est des relevés, ce qu'on appelle en photogrammétrie, c'est un ensemble de photos qui est fait précise, donc on est au centimètre près, et ce qui permet de voir le donjon, la tour maîtresse, le donjon, entièrement. Donc on va revenir dessus, mais ce côté avec les tuiles vernissées, il y a eu des tuiles vernissées effectivement au XVIIe, mais le côté bourguignon, ça s'est diffusé, ce principe où la diffusion des tuiles bourguignonnes vernissées avec des décors, ça vient des bouteilles de vin qu'on a restaurées justement les hospices de Bonn, et on a mis ça sur les bouteilles de vin se sont diffusées, et dès qu'on voyait des tuiles vernissées, ça vient de Bourgogne, etc., etc. On représente les mêmes motifs alors que, voilà, ça se diffuse par le vin. Donc ça, c'est l'étagement de la tour maîtresse, et on va voir que toutes ces parties-là, je vais vous montrer sur une petite restitution, jusqu'ici, on est médiéval. Après, au-dessus, c'est des reconstructions plus tardives, les échauguettes, on est dans les parties 17e. Les voûtements aussi, on est dans des parties 17e. Le seul escalier, on accède directement à la salle haute. Donc, il faut imaginer cette salle à l'origine. La voûte est d'origine, justement, c'est une voûte en arc brisé qui est d'origine. Et cette fenêtre, c'était cette petite fenêtre qui ressemble limite à qui faisait aussi fente de tir, qui éclairait cette salle-là du donjon. Avant, il faut penser qu'un chariot médiéval, il porte 1 tonne de pierre. Pour ceux qui ont déjà battu un mur et qui manipulent la chaux, 1 tonne de pierre, vous ne faites même pas l'équivalent de la table. Donc imaginez sur l'épaisseur du donjon, là ça vous donne l'échelle, c'est qu'on n'est pas loin des 2 mètres d'épaisseur de mur en bas. Ça vous donne juste une idée de la quantité de matériaux qu'il faut apporter pour construire ce château-là. Donc il faut les monter justement, il faut venir sur la butte. Donc il y a tout ce qu'on extrait sur place, mais il y a ce qui vient aussi d'un peu plus loin. Donc voilà, il y a tout ce temps de construction, donc on s'est dit, on est sur une phase, un arrêt de construction, il est éventuellement fini plus tard, où la tour a pu être arasée et reconstruite. Non, c'est bien même ensemble, sauf qu'on est à cheval entre 2 périodes. Donc on a une partie qui est vraiment plus défensive sur la partie basse, et plus on monte, et plus on arrive dans quelque chose où on est plus, résidentiel, c'est un bien grand mot, mais on a une baie à siège. Donc tout ce qui est bleu, c'est fin 13e, début 14e. Le vert, c'est ce qui était rajouté au XVIIe siècle. Donc voilà ce qu'il nous donne. Après, la tour, elle s'arrêtait là. On n'avait pas une tour crénelée, c'était un mur plat, et on avait un toit terrasse. C'est-à-dire que la galerie, quand vous rentrez, on va revenir dessus, on avait un toit terrasse, et le donjon et la tour maîtresse du château, on était sur un toit terrasse. Et en fait, quand vous arrivez en haut du donjon, vous marchez sur un sol de pierre de taille, qui est bombé pour l'évacuation. Ça, c'est le toit terrasse du XVe siècle.
fin 15e, début 16e. Dessous ce toit terrasse, il y a le toit terrasse de la fin du 13e, du début du 14e siècle. Et la partie marron, c'est toute la reconstruction contemporaine. Pareil, la même chose, quand vous regardez, vous êtes sur la façade du château, vous voyez les machicoulis du 17e, l'aspect défensif, c'est que de la reconstruction 20e. Donc c'était certainement comme ça. Par contre, elle était à l'origine, la dernière fois que c'était vu, il y a des dessins qui représentent, qui sont encore conservés. Quand vous montez dans le grand escalier, ils ont été mis. On voit le château représenté, on voit des croisées, des petites fenêtres qui étaient là à l'emplacement. Donc au 20e, ils ont tout reconstruit. Et bien là, ils ont tout reconstruit aussi à cet endroit-là. Ce qui a fait dire que ces emplacements de fenêtres, on avait des créneaux et des créneaux et merlons. Et alors que pas du tout. On avait juste un mur plat. Et une petite, on appelle ça, vous avez un petit contrefort, je vais revenir dessus. Voilà, c'est celui-là que je voulais montrer. Cet élément-là, c'est un contrefort d'angle, parce qu'on a un petit escalier qui est dans l'épaisseur du mur tout en haut. Donc on renforce l'angle, parce qu'on l'a affaibli en mettant cet escalier-là. Et là, c'est ce que ça abrite ici. Parce que quand vous montrez, comme maintenant ça se vide, c'est ça qui est bien, parce que c'est dur à montrer en photo pour le coup. Parce que l'escalier il est assez étroit. Quand vous arrivez, avant de sortir, vous regarderez sur votre gauche, vous verrez l'emplacement d'une porte qui accède au toit terrasse d'origine, et vous verrez que vous êtes beaucoup plus bas. C'est tous ces éléments-là. Et donc voilà le découpage du donjon, de la tour maîtresse, telle qu'elle était. Le premier niveau voûté, donc là on a la voûte d'origine. Par contre l'autre niveau, là on a la voûte d'arête qu'on a vue tout à l'heure, la voûte en arc brisé, avec la porte pour l'escalier. Celle-là elle est d'origine aussi. Par contre dessous vous avez une voûte d'arête. Elle, c'est une construction beaucoup plus récente. À l'origine, on avait un plancher bois. Donc on accédait au niveau ici, et on montait à l'intérieur par des aménagements. Or ça, c'est tous ces aménagements qui sont difficiles à lire dans l'architecture, mais c'est la seule hypothèse qui reste, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de voûte, donc un plancher bois, et pour monter un simple escalier en bois, ce qu'on retrouve sur d'autres tours maîtresses dans le donjon. Comme ça, on compare. Après, on accédait depuis l'escalier, qui lui montait juste à la salle du dessus, qui, elle, pareil, était divisée par un plancher bois, avec une belle voûte d'ogive au-dessus. Donc voilà, avec la baie au siège qui se situait à ce niveau-là, juste avant d'accéder à la voûte d'ogive. Et on montait sur le toit terrasse, qui n'était pas crénelé. Donc voilà, telle qu'elle pouvait ressembler, on a quasiment, grosso modo, on a la hauteur telle qu'elle était à l'origine. On enlève les échauguettes et puis on a sa construction primitive. Voilà. Ça, c'était pour la tour maîtresse. Après, dans la cour, quand vous êtes dans la cour, donc là, vous reconnaissez la porte d'entrée de... Je regarde parce que je me mets devant. Si, oui, peut-être la souris. Voilà, la porte ici. Juste devant, dans le dallage, on voit encore il y a des pierres qui viennent sceller. C'est l'ancienne citerne médiévale qui est juste sous vos pieds. Donc là, la citerne médiévale, elle a été utilisée quasiment certainement jusqu'au XVIIIe siècle, enfin peut-être même plus encore, mais au XVIIIe, elle a été encore alimentée par l'eau des toitures. Et là, terrasse, je vais montrer l'emprise au sol. Le sol sur lequel vous marchez, il est quasiment autour des 50 cm plus haut que le sol médiéval. Le sol médiéval, il est là. Et là, on a le mur du puits, sa margelle. La margelle du puits, de la citerne qui faisait comme un puits justement au-dessus pour récupérer l'eau. Elle est de forme rectangulaire et elle est dans le sens de la cour à l'intérieur. Et ça, c'est tous les problèmes d'Onna, parce que l'eau est arrivée relativement tard sur Onna. Pas d'eau, pas de vie. Donc du coup, c'est toutes les questions comment on vivait sur tous ces aménagements-là. Donc voilà l'emplacement de la citerne. Là, c'est pour vous montrer la complexité. C'est le mur que vous avez en face de vous, quand on rentre directement dans le château, vous avez la galerie. En archéologie, on détourne. Ça, c'est pareil, c'est tous les différents états. On va y revenir dessus, mais là, du coup, on voit la galerie des Monts-Laure, qui est ici. Mais à l'arrière, quand vous arrivez, vous avez cette porte ici, là, en arc brisé. Et comme je vous ai dit, le sol, il faut imaginer, là, elle fait vraiment assez ramasser, la porte, elle est assez petite. Vous enlevez, pour le coup, ici, on est à 60 cm plus bas. Vous enlevez 60 cm, vous avez la hauteur de toute votre porte, qui fait une porte, on va dire, beaucoup plus monumentale. Donc celle-là, elle est intrigante, parce que dans tout le château, les ouvertures en arc brisé, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2. Et puis, petit à petit, donc nous, on a travaillé derrière, dans la pièce qui était derrière. Là, au passage, ce qui est intéressant, c'est cette ouverture quand vous êtes dans la galerie. On va revenir. Et on avait travaillé sur cette pièce, et cette porte, c'est la salle d'entrée de la salle seigneuriale. Donc la salle seigneuriale dans un château, c'est la pièce la plus importante du château.
c'est là que tout se passe. C'est là que toutes les décisions sont prises, juridiques, économiques. Donc quand un seigneur reçoit quelqu'un, c'est pas dans le donjon, c'est ici. Et en général, c'est à l'étage. C'est la salle haute. Bon, pas de chance, c'est que la salle haute, ça a tellement été remanié, les niveaux de sol ont changé, on arrive à observer très peu de choses. Très peu de choses tant au niveau du décor qu'il pouvait y avoir. Par contre, sur la salle basse, on arrive à restituer toute son emprise, la façon dont elle était éclairée. Donc c'est assez intéressant. On a fouillé, donc on a retrouvé des ossements, mais ça ne correspond pas. C'est certainement des restes de repas, mais peut-être d'ouvriers qui ont travaillé, mais pas ou peut-être ce qui a été mélangé, mais c'est très difficile de voir. Donc il y avait des os de poulet, il y a un peu de tout. Mais bon, on n'a pas retrouvé l'emplacement de la cheminée. On pensait à un moment donné, mais non. Pas de chance. On a retrouvé la cheminée 15e, mais pas médiévale. Donc là, on avait les traces de peinture qu'on va voir. Et sur cette partie-là, alors c'est vrai que c'est dur en photo parce que si vous voyez ici, vous avez une grande ouverture. Cette grande ouverture, elle vient en couper une deuxième, c'est pour ça que je l'ai souligné en noir. C'est en pierre de taille, donc elle se voit pour le coup, quand vous êtes sur place, celle-là, elle se voit très bien. Et dessous, c'est le mur de là ou là qui continue. Nous, on l'a observé justement, encore une fois, par le mortier. Donc on va piqueter le mortier qui est dessus, on va enlever tout l'enduit, avec les accords de la draque, etc. Parce qu'on n'enlève pas, quand on décrépit un mur, on ne l'enlève pas à la va-vite en disant on va sur le mur. On fait comme une fouille du sol, on fonctionne par stratigraphie. Parce que des enduits, il y en a 4 différents. Vous avez plusieurs couches d'enduits. Donc on essaye de voir la chronologie de tous ces enduits pour voir quel était l'enduit le plus ancien. Et quand on a commencé à décrépir sur le mur qui était en face, alors là, ça c'est l'ouverture, mais il y avait le mur derrière, c'est là où on a trouvé les peintures. Mais en décrépitant, justement, on a trouvé cette ouverture. Au début, on s'est dit, c'est une petite ouverture dans la salle basse. Ça va être comme les ouvertures qu'on a pu avoir en haut, elle va être relativement étroite. Donc on avait fait un petit retour restitué ici. Et il y a 2 ans, quand les travaux ont continué, on a pu trouver d'autres ouvertures comme celle-là. Ça, c'était la chance de retrouver ça. Et l'autre chance, c'est que quand on a trouvé ça, c'est pour dire, oui, ça je ne l'ai pas dit au début, je vais revenir dessus, ce chantier-là, en fait, je ne sais pas si je me rappelle plus, je l'ai dit, mais les entreprises qui ont travaillé, que ce soit aussi bien le cabinet Chipat que l'entreprise de Lermo, ils ont toujours été attentifs à l'archéologie. Et je dis ça et la mairie aussi, parce que c'est une chose extrêmement rare sur un chantier, en fait. Parce que l'archéologue est toujours vu comme un empêcheur de tourner en rond qui va retarder des travaux. Que là, tout avait été plus ou moins anticipé, c'est-à-dire que l'architecte, quand on a commencé à retrouver la salle seigneuriale, il a changé un peu son projet, il a restitué la voûte de la salle seigneuriale. Donc ça, à l'origine, ce n'était pas spécialement prévu. Il l'a restitué parce qu'on a trouvé relativement de vestiges, ça l'a intéressé même dans l'organisation après des éléments. Et donc cette petite ouverture qui était là, on en a trouvé une entière complète ici. Donc on a pu voir qu'elles sont assez conséquentes. Là, elles semblent au ras du sol actuel, seulement le niveau de sol à l'origine, il était ici. Donc la porte, comme vous voyez, elle est beaucoup plus monumentale. Et voilà, nous, comment on voit les vestiges. Et quand je vous parlais qu'on marche par comparaison, c'est-à-dire que dans la tour maîtresse, le donjon, ce profil qu'on a ici, c'est celui qu'on a dans les ouvertures du donjon. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, j'allais dire c'est comme maintenant, c'est les histoires de mode, ça c'était à la mode on va dire, et puis passé un peu plus tard, ça ne l'est plus du tout. Donc stylistiquement, on refait autre chose. Et c'est comme ça le château d'Omna, pour le coup, c'est un condensé de tout ce qu'on peut trouver justement. Et les peintures, c'est pour vous dire qu'on part sur, je ne sais pas si tout le monde peut le voir, ça part sur très peu de choses, ça part là-dessus. C'est tous des mêmes motifs qui sont faits au pochoir. Ils ont tous la même dimension, les mêmes couleurs. Alors maintenant, l'interprétation, je suis preneur. On est preneur parce que le soleil, une fleur, on n'a pas trouvé de... Donc peinture plutôt 14e. On serait vraiment dans le 14e. Donc elle n'a pas été faite tout de suite quand la Aula a été mise en place. Et on ne la retrouve que sur le mur du fond. C'est-à-dire quand on passe la porte en arc brisé, on arrive face à la peinture. Une architecture, c'est toujours une mise en scène. C'est-à-dire quand je vous parlais par exemple des grandes croisées qui font face au château vieux, c'est une mise en scène aussi du château. Quand vous voyez des mâchicoulis, on va le voir sur les tours avec des orifices de tir, il y en a qui sont fonctionnels, il y en a qui ne le sont pas du tout. C'est une façon de dire, le Seigneur ici, c'est moi. Et là, je vous montrais la petite fenêtre. Au début, on passait devant tout le temps. Et tout le monde est passé devant ce château pendant... Jamais personne s'est posé la question de ce que ça pouvait être cette petite fenêtre. En fait, cette petite fenêtre, elle a un ébrasement, c'est-à-dire qu'elle a l'ouverture qui est assez large derrière.
Ça, c'est les fenêtres hautes de la salle haute de l'aula. Et ça, on en a une, mais on en a retrouvé dans le piquetage, on en a retrouvé une deuxième qui est dans l'angle ici. Donc, il faut imaginer les petites fenêtres qui étaient, enfin les fenêtres qu'on a vues, les grandes fenêtres en bas, on en avait une là. Ce mur était plein avant, là c'est l'escalier d'évoluer. Mais après, on avait les grandes fenêtres qu'on voyait derrière l'escalier, justement, des Maubec. Et bien là, on a les mêmes au-dessus, qui reprenaient les fenêtres du bas. Donc ça, c'était assez intéressant, parce qu'on a pu voir que la salle haute, elle est conservée sur toute sa hauteur. On peut quasiment, maintenant, pourrait proposer une restitution de la aula. Et toute la partie haute, ça, par contre, c'est des reconstructions, pour le coup, 17e après. On augmente le château, 16e et 17e. Alors, là, c'était pour... voilà, on est de ce côté-là. C'est pour montrer, donc, on rentre dans la cour. La vue que je vais vous montrer, c'est celle-là. C'est la galerie du fond. Et là, quand vous rentrez dans la galerie, vous avez cette fenêtre-là, qui est toujours visible. Et ça, c'est une fenêtre qui donnait dans la cour, pareil, c'est une des fenêtres primitives du château. Et la aula, elle est ici. Et dans cette aula, il y avait une autre fenêtre qui était ici. Et là, on regarde le château vieux. Ces ouvertures, on ne les a pas du côté est, on les a que du côté ouest. Côté est, c'était des simples ouvertures des fentes de lumière, comme des fentes de tir. Côté ouest, par contre, on est face au château vieux. Et donc voilà, la fenêtre, on est à l'extérieur, c'est le mur d'enceinte extérieur. Derrière, on est dans la aula, et ça, c'est la fenêtre d'origine du château. En arc brisé, il n'y a que deux ouvertures, la grande porte de la aula et celle-là. Enfin, il n'y a que celle-là qu'on a retrouvée. Ça veut pas dire qu'il y en avait d'autres, c'est que pour le moment, c'est les seules qu'on a retrouvées. Donc, quand on est dans la cour, vous voyez, elle est un peu en hauteur ici. Et quand on est à l'intérieur, donc ça, c'est pendant les travaux, voilà, nous, quand on était là, tout n'avait pas été décrépit. Donc, nous, on pousse à tout décrépir. Mais maintenant, là, on est juste à côté de la cheminée, quand vous êtes à côté, là-bas. À l'intérieur, cette fenêtre, ici, on avait ces vestiges sur toute cette partie-là. La hauteur, c'est purement supposé, par rapport à, mais certainement beaucoup plus haute. Ça, c'est l'ébrasement intérieur. À l'intérieur, elle est beaucoup plus développée. Elle est beaucoup plus grande. Et pareil, on est à l'est. Donc là, on est juste derrière. C'est pour ça que j'ai mis le plan, mais au final, c'est vachement plus simple. C'est parce qu'on est juste là. On est ici. La pièce à côté. Et là, ce qu'on regarde, le chapiteau qui est ici, il a été trouvé dans le mur à cet emplacement-là. Ça, c'est toute une reconstruction 16e. C'est-à-dire qu'on vient modifier ces parties-là, fin 15e, dans la première moitié 16e, on va dire, on vient se développer ici, et on retrouve des rampes, ce qu'on appelle des rampes poids. Pareil, c'est le seul chapiteau qu'on a pu trouver. En gros, tout le château a été piqueté sur l'extérieur. On a quelques éléments de sculpture. Le seul chapiteau qu'on a trouvé, il est à proximité de cette pièce qu'on a là. On a trouvé des petits fûts de colonnes qui correspondent à ce chapiteau. De colonnes, on voyait que c'est un chapiteau qui était plat, c'est-à-dire adossé contre le mur. Et on a des colonnes comme ça qui sont de cette même façon-là. Tous ces éléments de colonnes, ils ont été retrouvés qu'à cet emplacement-là. Je fais le cheminement avec vous, c'est vraiment pour vous montrer, voilà, c'est ce que je tenais à faire. C'est ce qui nous fait dire une fenêtre à l'est, une fenêtre en arc brisé, des chapiteaux, des éléments de colonnes. Dans un château, ce qu'il faut savoir, une chapelle castrale, ça peut être, on fait un rectangle, on pose un autel, c'est la chapelle castrale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, ça peut être un simple placard qu'on ouvre et puis c'est la chapelle castrale. Là, on sait qu'on a une maçonnerie qui est contemporaine du château, on sait qu'on a toutes ces ouvertures orientées. On a quand même tous les remplois qu'on trouve, moulurés, sculptés, se trouvent à cet emplacement-là, et c'est ce qui nous ferait dire qu'on serait à l'emplacement ici de la chapelle castrale. Donc on en a parlé avec d'autres, pareil, on échange toujours, etc. Ce qui serait fort probable, parce que ces maçonneries-là, elles sont encore présentes. Donc c'est pas quelque chose qui a été détruit, on a sa dimension. Donc une des hypothèses, c'est ça. Alors, si d'autres personnes ont des hypothèses, pareil, on est preneur. Mais vous voyez, la salle seigneuriale, elle est là. Depuis cette salle seigneuriale, on pouvait accéder à l'extérieur, d'où l'idée qu'éventuellement on pouvait avoir un mur qui se prolongeait ici pour protéger la partie haute. Alors ça avait été déjà évoqué. On disait que l'ouverture était à l'ouest. En archéologie, pareil, c'est une chose de dire comment ça devait être, et c'en est une chose de le démontrer. Alors après, une fois qu'on a fait tout le tour du château, il n'y a aucune ouverture nulle part. Donc du coup, le seul qui reste, effectivement, c'est à l'ouest. On a vu que tout ce qui était vraiment le plus décoratif dans l'installation du château se passe à l'ouest. Et donc là, on a
ce qu'on pense justement retrouver, ce qu'on appelle des trous de boulin extrêmement rapprochés. Donc il y en avait un ici, il y en a un là, il y en avait un qui devait être dans la porte, un autre ici, on les retrouve là. On le retrouve tout autour de l'enceinte du château. On arrive sur la partie haute du château qui est ici. La partie médiévale s'arrête ici. Dans ces trous de boulin, ça ne correspond pas à un échafaudage. Un échafaudage, on n'a pas des éléments aussi rapprochés et surtout, c'est des trous de boulin traversants qui sont d'une forte section. On est dans les 15 cm. Donc en général, quand on a des sections comme ça, c'est plus pour porter une structure. Et c'est pour vous dire, à partir de là, voilà, alors là, ça c'est une fente d'éclairage, ou une fente de tir, qui est juste sous les éléments, sous ces trous de boulin ici. Celle-là, on en a quelques-unes comme ça. Ces trous de boulin, on les a retrouvés, je vous ai montré tout à l'heure sur la vue, l'enceinte primitive, on les a retrouvés à la même, on fait des relevés pour ça, c'est que là on les a trouvés exactement à la même hauteur, sur tout ce mur-là. Donc voilà. Et là, il nous manque énormément d'éléments, parce que quand ils ont installé la terrasse, ils ont déparmenté le mur. Donc là, on est à l'intérieur. Alors si vous allez sur les terrasses, je ne sais pas si elles se visitent, on ne peut pas les tuer, dommage. Le mur, il n'est pas bien fait, on se dit, c'est vraiment très mal fait. C'est pas que c'est très mal fait, c'est qu'on est dans la fourrure du mur en fait. Ils ont enlevé tout le parement pour pouvoir, du coup ils ont fait un ressaut dans la maçonnerie, ils ont pu construire la terrasse. Du coup on a tout le mur, alors ce qui est bien c'est qu'on avait tout le mur médiéval mais à l'intérieur du mur. Donc mais pareil, ça nous a travaillé un moment parce qu'on a des changements, des décrochements, on s'est dit mais c'est quoi ce truc? Et on arrive, une fois qu'on a compris tout le système, on se dit ah oui d'accord, on a déparmenté le mur, c'est le plus simple finalement. En plus on récupère les pierres pour la construction en même temps qu'on fait ça, et ils ont pu faire leur terrasse. Mais voilà, ce qu'on a retrouvé en négatif finalement, ce sont ces lourds médiévaux, le système défensif en bois. Donc là je ne vais pas vous remontrer Voilà, là on revient sur l'entrée du château. Et pareil, quand vous allez ici, les premières fois ça nous a intrigué, c'est qu'on a cette fenêtre qui est contemporaine. Alors ça on a pu le voir parce que les mortiers, il n'y a pas d'insertion de fenêtre. En gros, c'est comme vous, quand vous faites des travaux chez vous, vous percez une nouvelle fenêtre, quelqu'un vient derrière, ça se voit en fait. Si on enlève les enduits, etc., on regarde les raccords de maçonnerie, et là pareil, on regarde les raccords maçonnerie, on n'a pas. Quand vous êtes dans la galerie, je vais vous montrer, je crois que j'ai mis le plan, ici. Donc là, vous rentrez ici dans la grande cour, vous allez là, elle serait là. Et la grande porte, avant c'était la salle d'exposition, qui est ici, elle a dû prendre la porte cochère, elle, d'entrer dans le château, là où on rentrait à cheval ou en chariot. Vous confirmez, la porte de toute façon c'est une porte, le niveau de sol fonctionne avec un niveau de sol qui est 60 cm plus bas, c'est-à-dire qu'on sait qu'au 15e, on rehausse le sol, donc elle a fonctionné avant le 15e, on a les mortiers qui nous montrent qu'on est contemporain de l'enceinte primitive, et lors d'un sondage en bas, c'est là où ça a été intéressant de travailler et avec les architectes et avec l'entreprise de Louermeau, j'insiste encore là-dessus, c'est-à-dire que nous, quand on intervient, on est en temps limité, on n'a pas travaillé 10 ans sur le château, c'est-à-dire qu'on avait... vous aviez peut-être l'équivalent de 2 mois à répartir sur toute la durée, donc c'est assez court. Et l'entreprise, en général, ils ne vous appellent pas quand ils trouvent quelque chose. En général, ils renduisent derrière, et puis vous venez le lendemain, vous dites mince, que là, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, et je remercie ici, bon, il y a entre autres Oscan qui est bien connu, mais lui, il prenait son téléphone, il faisait des photos, et puis il nous envoyait les photos. Ça vous intéresse, et nous, on prenait la voiture, puis on est. Parce que ce qu'ils ont trouvé là, quand ils ont fait les aménagements ici, les architectes nous ont appelés, l'entreprise de Louermeau nous a appelés. Oh, on a trouvé un bout de maçonnerie, ça vous intéresse? On a dit oui, ça nous intéresse, on vient voir. Et bien, on a certainement un élément de la pile du pont d'entrée dans le château. Parce qu'ici, on n'a aucune construction, il n'y a aucune maison qui a été construite à cet emplacement-là. On est dans l'emplacement du fossé qui était ici, qui était là. Et la façon, les pierres qui sont employées, on est dans les mêmes modules que la tour maîtresse. C'est-à-dire qu'on arrive à distinguer dans la construction, il y a des modules de pierre. Si on fait vraiment attention, c'est pour ça que je vous montrais ce phasage. Et amusez-vous quand vous visitez un château, une église, une maison, de voir les différentes façons de construire. Mais ça peut être juste, vous suivez des assises de pierre, et vous verrez, des fois, vous aurez des coupures, les dimensions de pierre vont changer. Et là, vous commencez à vous poser des questions. Ça ne veut pas dire qu'il y a autre chose, mais là, on est dans les mêmes modules que celle du donjon. Et pareil, on le retrouve que pour cette période-là. La seule construction qu'on peut avoir au pied d'une porte et d'une porte cochère, il faut bien traverser le fossé, il faut bien un pont, donc certainement la pile du pont. Donc voilà, la fameuse porte piétonne qui est là, celle-là qui est toujours visible, du coup, la fenêtre qui est toujours visible, les modules de pierre qu'on voit qui sont vraiment bien visibles également. Et quand on est de l'autre côté, le revers, donc là, celle-là qui viendra certainement remplacer la porte ancienne. Par contre, la question s'était posée, est-ce qu'on a un pont-levis? Alors il y a un texte qui parle
d'un pont-levis. Seulement les textes, ils peuvent parler d'un pont-levis alors qu'on a un pont fixe. On n'a aucune trace dans les maçonneries qui montrent tous les aménagements liés à un pont-levis. On n'a rien du tout. Donc pour le moment, on reste sur l'idée qu'il y avait un pont fixe. En plus, on est à l'intérieur de la ville, toujours la même question, on est toujours face au château vieux. Est-ce qu'il y avait un autre système défensif qu'on ne voit pas actuellement? C'est possible. Mais pour le moment, on n'a aucune trace qui montre qu'on avait un pont-levis. Excusez-moi, mais comment on peut remettre en doute en fait ces textes? Si les gens mettent qu'il y a un pont-levis. Alors, parce que dans les textes, on s'aperçoit, quand c'est préservé, il y a des endroits où c'est préservé, on parle d'un pont-levis alors qu'on a un pont fixe, et celui-là, il a été daté. On peut dater des éléments en bois, soit par dendrochronologie, quand on a assez de cernes de croissance, soit par C14. On peut dater maintenant les mortiers, alors maintenant il y a des techniques par thermoluminescence, donc on arrive à avoir des datations. La dendrochronologie et la thermoluminescence, on est à l'année près. Et justement, les historiens travaillent dessus, parce que les faux, déterminer si c'est bien un texte faux, si ce texte-là n'était pas un projet, c'est ce qu'on va voir avec une histoire de Tours. Il y a des projets qui sont faits, de la façon dont sont faits les textes, on a l'impression que les travaux ont été finis. Il y a un texte, c'est sur, je m'éloigne un peu, mais c'est pour finir là-dessus. Souvigny, il y a un texte, c'est la chapelle neuve qui a été construite. On a l'architecte qui l'a fait, des ouvriers, le coût que ça a coûté. Et en fait, quand on parle à ce moment-là, le bâtiment contre lequel vient s'appuyer la chapelle, il n'était même pas encore construit. En fait, la chapelle a été construite 60 ans après le texte. Sauf que du coup, c'était un projet de construction. On avait déjà désigné, comme maintenant, on désigne les personnes. À un moment donné, c'est lié aux événements clunisiens. Il y a eu un problème économique. Ils ne l'ont pas fait, ils l'ont fait plus tard. Seulement, ce texte-là, en histoire, on n'a pas tous les textes qui suivent, on n'en a que des bribes. Et là, cette partie-là, on avait le texte, mais le projet. Et dès comme ça, pour d'autres châteaux, on a ça aussi. Et c'est là toute la difficulté, justement, des textes historiques. Quand on étudie un site, normalement, en archéologie, il faudra arriver comme on étudie les périodes anciennes. On ne lit rien de ce qui a été écrit. Parce qu'après, c'est extrêmement dur, et on a vu le cas avec la tour, ce que je vais vous montrer juste après, c'est extrêmement dur de se détacher de ce qui a été écrit avant. Une fois qu'on l'a dans la tête, on se remet en question, parce qu'il y a 30 personnes qui ont écrit, il y a un texte qui le parle, pour démonter tout ça, Donc voilà. Et là, pour revenir justement, la fenêtre qui est de l'autre côté de la galerie, ça on a le revers, donc celle-là elle est toujours visible, du coup elle était débouchée. Et là, une petite ouverture de tir, qui est juste à côté de la porte piétonne. Et c'est là l'inscription, la devise des Monts-Laure, au plus haut, elle est ici. Mais on les a tout le long. Tout le long de la galerie, on a une inscription. Et là, ça serait intéressant qu'un historien se penche sur le problème, parce qu'on en a 3 avec une inscription. Qu'est-ce qui était concrètement écrit? Ça se termine par au plus haut, sauf qu'avant, on en a plusieurs. Mais là, c'est... voilà. Le phasage, donc la partie 15e, avec la galerie, justement la hauteur, avec les agrandissements après du 16e et les reprises 17e. Donc voilà les modaines, voilà les éléments des modaines qui ont été rajoutés au XVIe siècle. Quand je vous disais les croisées, c'est là, mais on ne peut pas y aller, parce que c'est sur le toit terrasse là, de l'autre côté. On a des très très grandes croisées ici, et que vers l'ouest. Donc voilà je l'ai mis avant, mais du coup on voit toute l'évolution du château. Le château tel que nous on l'a trouvé, c'est ce qu'on restitue là, pour la partie maçonnée. Après, il y a tous les éléments charpentés qui ont disparu, et là on ne peut pas... cloison, il devait y avoir des écuries, il devait y avoir des choses comme ça, mais voilà, avec les agrandissements, ça on va revenir dessus après, mais c'est les différentes évolutions du château. Et comme vous voyez, la tour, elle apparaît que pendant les guerres de religion. Donc à un moment donné, le château, il ressemblait à ça. Donc c'est quand même pas... c'est pas pareil. Donc voilà la façade est avec les agrandissements, toute la partie avec les croisées ici. Et là, on est derrière la cour nord, donc juste ici. C'est intéressant parce qu'on a 2 niveaux de croisées. Au début, on s'était dit on a peut-être une grande salle qui est derrière, parce qu'on a 2 niveaux, des belles fenêtres, des belles croisées, donc ça doit éclairer une belle salle. Alors pas du tout. Alors là, voilà, c'était les travaux. Là, c'est quand on est derrière le mur, la fenêtre de la chapelle qui est juste ici, enfin la chapelle supposée, qui est ici. L'escalier qui était toujours dans les textes, qui était soi-disant un escalier du XVe siècle, qui était même avant l'escalier des Maubec. Alors c'est un escalier du XVIIe. Lui, à l'origine, on le prenait pour l'escalier 15e, parce qu'il dessert toutes des portes qui, elles, sont 15e, fin 15e. Et bien, toutes ces portes en hauteur n'étaient pas desservies par cet escalier qui vient après. On l'a vu parce qu'on a des collages, on a le négatif d'un plancher qui a été arraché. C'est que là, c'est une ligne, c'est vraiment schématique,
Mais à cette hauteur-là, on avait une galerie en bois qui courait tout le long de la cour. Quand vous êtes dans la cour de l'autre côté, on avait toute une galerie en bois qui passe. Alors du coup, l'intérieur, du coup, elle ne se voyait pas, qui passe ici, entre les deux croisées. Donc là, on est au niveau à l'intérieur, le sol sur lequel on marche actuellement, et la galerie passait à ce niveau-là, au niveau de la deuxième hauteur de croisée, du deuxième registre. Et donc on n'avait pas une salle, on avait juste une galerie en bois qui desservait, et c'est le Haut-Königsbourg, on l'a cherché à chaque fois, je ne m'en souviens pas, ils avaient restitué, on a des galeries en bois comme ça qui desservent les salles hautes, et quand nous on l'avait visité, on s'est dit, ah bah tiens, c'est la même chose qu'à Aubna, pareil. Donc voilà la vue aérienne. Ah oui, juste tant qu'on est là, dessous, on va voir après, c'est la citerne du 15e aussi, fin 15e, début 16e, dessous, là où maintenant il y a l'ascenseur. On est dans la citerne, parce que la famille s'agrandit, on augmente aussi les réserves en eau et on reconstruit une autre citerne. Donc voilà, la cour, qui a toujours été une cour ouverte. Les deux tours actuelles, alors ces deux tours, donc il y en avait une troisième, celle-là pareil, elle était plus ou moins inconnue. On voit l'arrachement encore toujours actuellement. On voit l'arrachement avec une porte qui dans un texte est pris par la poterne, donc où le Seigneur se serait enfui pendant les guerres de religion, mais en fait non, c'est une porte qui desservait une ancienne tour qui a été détruite, qui était juste dans l'angle ici. Là c'est le mur, la porte qui accédait dans la tour, et on avait une autre tour d'angle ici. Et un autre aspect, c'est que là pour le moment ces tours, elles sont vraiment ancrées dans le mur, donc elles ne font pas saillie, j'allais dire, c'est pas vraiment impressionnant. Par contre, on s'est aperçu, quand on a travaillé dans la cour, le mur en haut, tout l'étage a été rajouté, les tours dépassaient de la maçonnerie. Ça faisait beaucoup plus tel qu'on s'imagine un château, avec des tours, surtout quand on est au pied du mur, ces tours-là dominent vraiment au niveau de la vallée. Donc on avait 3 tours qui étaient vraiment en saillie par rapport qui dépassaient très nettement au niveau des maçonneries. Et ça, on a pu le voir depuis le piquetage à l'intérieur. On voit toutes les pierres d'angle, et notamment l'arrachement de cette tour, qui est visible, mais à l'intérieur cette fois. Et pareil, la question sur ces tours, pas sûr, il n'y avait pas de toiture, à mon avis. C'était pareil, toit-terrasse. Pareil, ça, on ne peut pas le démontrer, il n'y a pas de texte, il n'y a rien. C'est juste, comme on a des toits-terrasses partout, donc là, on imagine la même chose de ce côté-là. Ce qui permet aussi de mettre des éléments défensifs, parce qu'il y a un texte qui parle que le donjon, quand ils font les échauguettes, on doit pouvoir monter un canon dessus. Bon, là, pareil, faut le monter le canon à 27 mètres de haut sur la terrasse. C'est pas par l'escalier que vous le montez, mais il faut imaginer qu'ils avaient des engins, les chefs, pour lever. Non, c'était extrêmement bien fait. C'est juste maintenant, on a les mêmes systèmes, sauf qu'ils sont modernes, on va dire. Mais ils avaient les mêmes systèmes et constructions en bois. Au cas où, allez voir le chantier il y a Guédelon, justement, qui est bien pour ça. Pour voir, qui est vraiment bien, justement. Et parler avec les personnes qui travaillent dedans, ça tombe beaucoup, mais ils sont assez sympas et ça permet de voir leur façon de travailler. Voilà, c'était pour vous montrer la façade sud. Voilà, telle que quand elle était piquetée. Et après, nous, le phasage qu'on en fait. Donc, on découpe les parties. Et voilà les différents états. Et vous voyez, cette tour, elle a été l'élément qui est mis ici, qui faisait croire qu'elles étaient contemporaines, a été inséré plus tardivement dans la tour. Et celle-là, c'est une vraie tour défensive. Donc, on a piqueté, et c'est là où tout dépend. Au début, donc, les joints ont été enlevés pour rejointoyer, ça c'est dans le cadre de restauration. Nous, on passe derrière, on étudie. Alors après, c'était là où les discussions avec, des fois, l'entreprise nous disait « arrêtez de creuser, arrêtez de creuser ». Mais on a creusé un peu plus par ici, et on est tombé dans le creux du mur. Et en fait, ces éléments-là, c'est des chambres de tir qui sont dans l'épaisseur du mur. Et il y en a 4, si vous regardez par niveau, il y a 4 chambres de tir qui étaient réparties de chaque côté. Là, vous avez l'orifice de tir, et ça, c'est l'éclairage de la chambre de tir. Là, on a compris qu'on était sur une tour défensive. Elle était construite à la fin des guerres de religion, parce qu'on voit ça, parce qu'il y a eu des éléments qui ont été retrouvés lors des fouilles. Donc on met en commun tout ce qui a été trouvé. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, quand ils ont fouillé, ils ont trouvé des aménagements des maisons, ils ont daté l'abandon de ces maisons, et l'abandon de ces maisons correspond à la construction de la tour. Et si on fait attention à la construction de la tour, j'allais dire sur 4 mètres de hauteur, même jusqu'en haut, c'est quasiment que des réemplois. On a des éléments de gouttières de maison, on a des encastrements de fenêtres de maison, des éléments de portes de maison. Elle est faite qu'avec des réemplois. Et du coup, on dit ils ont dû détruire quelque chose. Ça, c'est l'hypothèse qu'on aurait mis. Et grâce aux fouilles qui ont été faites devant, on sait qu'ils ont détruit un paquet de maisons devant. Et ça date des guerres de religion. Parce qu'ils ont trouvé des pièces de monnaie, de la céramique aussi extrêmement bien datée. Et tout ça dans un bon contexte qui a permis justement de dater cette période-là. Et donc, on l'a sur 2 niveaux.
un aspect intéressant, c'est quand on est dans les sous-sols, on a des salles d'un côté, à l'est, des salles à l'ouest, et au milieu, on n'a rien du tout. On a comme un vide sur les plans. Quand ça a été piqueté ici, et là pareil, donc l'entreprise a piqueté, il dit ouais, ils ont trouvé une ouverture, ils envoient la photo, ça vous intéresse? Oui, donc on vient voir. Donc on avait un œil de bœuf, donc là c'est dommage, il a été bouché. On a une salle qui a été entièrement comblée. Dans la cave, donc il y a une salle ici qui existe, enfin qui est là où personne n'est rentré dedans certainement depuis peut-être depuis le 18e ou 19e siècle. Et cette partie-là, là, toute la partie ici, donc il faut imaginer le mur, il ne s'arrête pas ici, il va un petit peu plus loin. Et cette partie-là, comme on a des éléments, il faut évacuer les eaux. Ici, on avait les mâchicoulis, comme on voit sur la façade sud, qui couraient tout le long du château. On a enlevé les pierres des mâchicoulis, on en a fait des chantepleurs. Du coup, c'était traversant, et toute l'eau qui était sur les terrasses coulait par les anciennes pierres d'ancrage des mâchicoulis, les anciennes consoles des mâchicoulis. Et c'est là où on voit le changement, c'est qu'en fait, on est passé d'un château vraiment défensif, avec une tour défensive, fin des gardes religions. Au XVIIe, on construit encore ces mâchicoulis. Dans les premières moitiés XVIIe, on est encore dans un système défensif. Et là, on commence à enlever tout le système défensif et on en fait une partie d'agrément, justement. Et là, c'est l'espace des jardins suspendus. Et pour imaginer, justement, ça, c'est le château de Châteaudun. Châteaudun, qui avait la même chose, les fameux jardins des jardins. Ça, c'est une représentation du XVIIIe. Et plus le château de Tournon, on avait des éléments là. Et alors là, il faut imaginer, vous aviez des jardins, donc vous rajoutez à peu près 4 mètres de plus. Et petit à petit, on a évolué vers plus de confort pour arriver où on a démonté des éléments défensifs pour en faire vraiment un château purement résidentiel. Et c'est là où ça devient intéressant. Et par exemple, l'escalier des Vauguet, quand on met en place l'escalier des Vauguet, l'escalier des Maubec, ça devient un escalier de service. Donc ce bel escalier qui au 15e, c'était pour les seigneurs, petit à petit, il vient que pour les servants. Et quand on regarde toutes les ouvertures dans le château, les ouvertures qui sont dans l'escalier viennent desservir les salles sans que les personnes qui montent par l'escalier des Vauguet les croisent. Ça fait que les servants pouvaient venir directement depuis les combles, les étages hauts, circuler, rentrer dans les pièces, apporter ce qu'il fallait apporter et repartir. Notamment dans la chambre, justement, la grande chambre au niveau de la salle des mariages. Et c'est là où on voit toute l'évolution de ce château-là. D'un système défensif, où on vient vers un système résidentiel, un élément résidentiel. Je reviens juste sur l'évolution du château, où on a grandi une première tour défensive, et celle-là, elle a des orifices de tir qui sont purement décoratifs. Ils ne sont pas fonctionnels, le mur est bouché derrière. Ils ont repris la même stylistique qu'on a ici, pour créer quelque chose d'homogène, mais avec rien de fonctionnel. Juste pour montrer que les seigneurs, c'est eux, que les deux tours, elles sont d'une même stylistique, surtout au XVIIe, c'est assez important, les symétries, ces choses-là, c'est à partir surtout 15e et 17e, c'est là où on commence à mettre en place ce côté systématique de la symétrie, pour arriver après sur ces espaces-là. Et voilà, là on est dans le 19e, 20e, avec toutes les cloisons actuelles. Voilà. Ouais. Oui. Ben, à partir des gardes religions, ben, ça fait du vide au niveau des maisons, ça crée une petite place. Et petit à petit, c'est-à-dire qu'au XVIIe, oui c'est ça, l'ouverture du château, jusqu'au XVIIe, on rentre toujours côté ouest. C'est qu'à partir du XVIIIe, on crée ces deux grandes ouvertures qui sont sur la place, et là on voit qu'on commence à s'orienter plus vers le château vieux au XVIIIe, on se tourne vers la ville. Et là, la grande place se libère, et on crée ces deux grandes portes qui sont assez monumentales. Et encore une fois, c'est symétrique. C'est-à-dire qu'il y a la porte actuelle par laquelle on rentre, qui est vraiment fonctionnelle. La deuxième, elle était bouchée à moitié. Pourtant, on en a fait une grande porte. Mais c'est un côté symétrique sur le château. Donc en gros, moi, ce que je voulais vous montrer, c'est voir comment on approche un bâtiment. J'aurais pu faire l'histoire, vous dire comment on vit dans les châteaux. Il y a des livres qui sont très bien faits. Il y a des spécialistes là-dessus qui sont beaucoup plus au fait que moi. Moi, je voulais vraiment vous parler du château d'Aubenas et comment on a réussi à retrouver un peu plus du château d'Aubenas, sa salle seigneuriale, son donjon, sa répartition, comment on pouvait circuler dedans, ses éléments défensifs, et comment nous, en tant qu'archéologues, on travaille, et vous montrer que ce ne sont que des hypothèses, comme on a vu pour le pont-levis, effectivement, c'est une hypothèse qu'on formule, mais qui peut être remise en cause. Et d'où la nécessité de faire, on a une quantité de photos considérable, qu'on laissera d'ailleurs à la fin à la mairie, et on a aussi les relevés qu'on parle. Et juste pour vous montrer, ça c'est juste pour, pendant qu'on a travaillé, on a fait un scanner 3D du château. Donc alors là c'est lourd à mener, mais je voulais vous montrer quand même les éléments sur lesquels on travaille. Parce que quand je vous dis que les trous de boulins ils sont à la même hauteur, c'est qu'on est sûr qu'ils sont à la même hauteur. Il n'y a pas de...
c'est pas juste une hypothèse, ça pour le coup, on est sûr. Donc voilà, donc, le château avec les salles intérieures a été entièrement scanné tel qu'il était pendant les travaux. Voilà. Et pareil, ça c'est une chose qu'on laissera à la mairie et au château aussi pour éventuellement compléter. Voilà ce que je voulais vous présenter. C'était peut-être un peu flou.